L'homme noir est dans notre grenier, et il ne veut plus s'en aller. Pour qu'il s'en aille, il nous faudrait bien quelques gerbes de blé, mon voisin. Mais le voisin non plus n'en a pas. La misère, elle reste là, la misère, elle nous quitte pas. Jean repart, le ventre creux, les poches vides, prêt à tout. Et comme il emprunte un chemin qui grimpe la colline, il aperçoit soudain, dans un passage étroit, entre deux murs branlants, une chèvre colossale, haute comme un taureau, couleur de cendre. Ses cornes longues et tortueuses barrent le chemin, ses yeux flamboient. Elle baisse la tête, gronde, gratte la terre, des étincelles jaillissent de son sabot. Ma querelle, je rêvais d'un agneau pour nourrir mon petit. Me voilà devant le corps nu tant de personnes. Jean se met à trembler, ferme les yeux, mais ne recule pas. Lui vient entre les dents un paternoster depuis longtemps oublié. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de demain. Alors il entend dans son oreille droite: Hé, bonhomme, je ne suis pas une chèvre. Je m'en moque. Tu serais même le diable. Dès demain, mon garçon te mangera rôti. Bien. Écoute donc, bonhomme. Je connais un endroit, à quelques pas d'ici, où l'or pousse en grappe entre terre et cailloux. Rends-moi ma liberté, et je t'y conduirai. Conduis d'abord, puisque tu sais parler, hein? Montre-moi ces merveilles, et on verra après. La chèvre dit à droite, à gauche, tout droit. Ils vont ainsi par les rocailles, les yeuses et les kéramès, jusqu'au bord du lopin qui appartient à Jean. Encore quelque part. Ah, oui. Jean s'arrête. Devant lui, une souche de vigne. Une vieille, robuste, qu'il avait délaissée par dépit depuis quelques années. La souche ploie sous ses pampres dorés. Sans même lâcher la chèvre, Jean entr'ouvre le feuillage et découvre des grappes de raisin d'or. Le bruit court, bondit de colline en colline, atterrit dans la plaine, parcourt tout le pays d'ici. La vigne fait fuir la misère. Qu'auriez-vous fait? C'est une vraie question, hein. Tous, gens de la vigne propriétaire, font construire de fameux bâtiments. Des châteaux, des domaines au nom de sainteté, des caves, dès lors. Gens de la vigne propriétaire portent profit aux bâtisseurs, maîtres maçons, couvreurs, charpentiers, menuisiers, vitriers, tailleurs de pierre, plâtriers. Leurs châteaux, leurs domaines portent profit aux ouvriers, aux ouvrières de toutes sortes, aux ramonettes, aux laboureurs, aux vendangeurs, aux sarmenteuses, aux domestiques, qui tous trouvent là ouvrage à faire, maigre salaire, et rêvent d'être un jour propriétaires. Printemps 1851. Ce matin-là, un peu comme aujourd'hui, on respire marin. Notre Jean de la Vigne, du haut de sa fortune et de ses 80 ans, est maintenant père de grand-père. La Jeanne, fille de son Marcelin, vient de donner naissance à Marcelin Albert. Le maître de cette vigne, il n'était pas très important. Le maître de cette vigne, il n'était pas bien grand. Il n'était pas bien grand, ses copains vignerons l'appelaient en passant Marcelin. Le tout petit vigneron de rien. Le maître de cette vigne, il n'avait qu'un lopin sale, ni rien, oui, le maître de cette vigne, qu'un tout petit lopin, qu'un tout petit lopin.
Jean de la Vigne est moins serein que les autres matins. Il se fait du souci pour les siens, pour son bien. Et puis, soudain, inquiet pour sa première vigne, berceau de sa fortune, il attelle sa charrette et monte jusqu'à son lopin de terre, mais surtout de cailloux. Une souche malade, couverte d'une poussière cendreuse, l'oussoupe de la Grabe, comme il l'a baptisée, la plus vieille, la plus robuste, celle qu'il a lui-même taillée et sculptée chaque année. Il s'approche affolé. À côté de la souche, la chèvre cendrée est là, colossale comme la première fois, qui lui sourit. Le plan américain, moins rustique, moins robuste, exige plus de soins. Plus de traitements contre plus de maladies, plus d'engrais, plus de travaux de culture. Bref, plus de produits, plus de bras, plus de frais. Et cela nuit aux propriétaires. Mais peut porter profit aux ouvriers si les propriétaires déjà endettés peuvent payer. Et pour payer, le propriétaire doit rentabiliser. Et pour rentabiliser, augmenter les rendements. Pour augmenter les rendements, augmenter les fémurs, tailler long, conduire la souche sur fil, arroser, et si ça suffit pas, planter un seul cépage. La Ramon dit le plan d'abondance. Oui, mais qui dit un seul cépage dit une grosse vendange à rentrer en peu de temps. Bref, plus de bras, plus de charrettes et de chevaux, plus de hottes, plus de comportes, plus de pressoirs, plus de foudre, plus de frais. Et cela nuit aux propriétaires. Ben, peut porter profit aux foudriers, tonneliers, charrons, forgerons, maquignons, maréchal, taillandiers, ouvriers, ouvrières, si le propriétaire déjà endetté peut payer. Et le propriétaire peut payer. Si il vend bien son vin dans l'année. Et cela porte profit aux... Vous n'avez pas une petite idée? Aux négociants. C'est la crise. Plus de débit. Plus de débat. Et en plus, aujourd'hui, là, c'est écrit dans le journal. On vient de voter une nouvelle loi. La baisse de la taxe sur les sucres. C'en est trop. C'est un véritable encouragement à la fraude. Une idée hante Marcellin. Arriver coûte que coûte à attirer l'attention des pouvoirs publics sur la misère qui règne ici. C'est décidé. Il prend les devants de la scène, passe devant son comptoir, sort de son café. Mort à la fraude! Vive le vin naturel! Une vache intriguée suit le cortège, entraînant derrière elle son laitier, et le boucher intéressé, la vache est maigre, mais... Et le rémouleur qui venait trouver fait demi-tour, suit le boucher à 5h du matin. Ils sont 87 en marche vers Narbonne, tambour battant, clairon sonnant, drapeau déployé. Mort à la fraude! Vive le vin naturel! Mort à la fraude! Vive le vin naturel! À Narbonne, à la sous-préfecture, Ferroul, les voyant arriver, s'écrie « Ça ne m'étonne pas, ce sont ces fous d'Argeliès et cet imbécile d'Albert !» Marcellin n'est plus seul. Il peut descendre de ses platanes. Le comité d'initiative organise méthodiquement, avec la plus grande précision, moult réunions dans les villages du canton, chaque dimanche. Le 24 mars, à Salelles, ils sont 300. Le 31, à Bise, 600. Le 7 avril, à Ouveillan, plus de 1000. Mort à la fraude! Vive le vin naturel! Le bruit couvre, bondit de village en village, parcourt tout le pays d'ici. Partout, on crée des comités. Bise, Cruzy, Salelles d'Aude, Ouveillan, Cul-de-Sac, Vinassan, Ginesta, Saint-Marcel, Saint-Nazaire. Mort à la fraude! Vive le vin naturel! Le 14 avril, à Coursan, ils sont 5000. Le 21, à Capestan, plus de 15 000. Et ces jours-là, pour soutenir le mouvement, on distribue le numéro 1 du journal Le Tocsin. On y clame la misère. Qui nous sommes? Nous sommes ceux qui travaillent et qui n'ont pas le sou. Nous sommes les proprios décavés ou ruinés,
les ouvriers sans travail ou peu s'en faut, les commerçants dans la purée ou aux abois. Nous sommes ceux qui crèvent de faim, des miséreux qui ont femme et enfants et qui ne peuvent pas vivre de l'air du temps. Nous sommes ceux qui ont des vignes au soleil et des outils au bout des bras, ceux qui veulent manger en travaillant et ceux qui ont le droit à la vie. Nous sommes ceux qui ne veulent pas crever de faim, ceux qui ne veulent pas crever de faim. Et chaque dimanche, les villages se vident. Le 14 juin, 442 écharpes tricolores s'envolent dans le ciel d'ici. C'est comme ça qu'on les aime, les élus. Clémenceau répond à chacune d'elles. Le gouvernement, faisant confiance à votre réflexion, à votre raison, attend de vous, monsieur le maire, la détermination virile qui commande, fût-ce contre le gré des foules, l'accomplissement du devoir. Pour ce qui est du gouvernement de la République française, je veux vous assurer qu'il ne sera pas inférieur à sa tâche dans cette douloureuse épreuve et que par lui, quoi qu'il arrive, force restera à la loi. Force restera à la loi. « 17 juin. Le gouvernement arrête les dispositions concernant les poursuites et la répression. 18 juin. Force restera à la loi. 22 régiments d'infanterie, 12 régiments de cavalerie, 60 000 hommes occupent l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales. Marcelin! Le curé d'Argelès vient chercher Marcelin caché dans le clocher et le conduit dans la nuit au train à Castelnaudary. La porte de l'antre du Tigre s'ouvre, Marcelin entre, la porte se referme derrière lui. Derrière le bureau, la chèvre cendrée est là, colossale, qui le regarde entrer. Alors, tu me cherches, bonhomme? Auriez-vous prêt? Alors, si un jour, la chèvre cendrée décide que pour se vendre bien, les vins du midi doivent tous avoir un seul et même goût, comme le Coca-Cola par exemple, que ferons-nous? Que ferons-nous?